Cette patiente est autonome, elle vit seule, elle bénéficie du passage d'une infirmière et elle a des aides à domicile. Elle pèse 86 kg pour une taille d'1,60 m. Sur le bilan biologique fait à l'entrée, on retrouve une hypoalbuminémie à 25 g par litre, un INR à 3,05, une urée à 22 mmol par litre, une créatine à 220 micromol par litre avec une clairance calculée à 21 ml par minute. Donc son ordonnance initiale, Préviscan 1 demi-comprimé par jour, Stagide 3 par jour, Trinipatch 10 mg 1 patch par jour, Onglyza 1 par jour, Coaprovel 312,5 1 par jour, Lévémir 40 unités par jour, Amor 5 1 par jour, Lazilix 10 1 par jour et l'amiodarone 1 par jour. Donc c'est surtout une patiente âgée, 85 ans, qui a essentiellement diabète, hypertension, notamment insuffisance rénale. Alors, on a procédé en 3 étapes. Première étape, on s'est d'abord posé des questions parce qu'on n'a pas les réponses, l'exposé du cas est un peu court. Deuxième étape, on a pris chaque médicament en faisant une analyse critique dans la prescription. Et troisième étape, on a essayé de déterminer quelles étaient les causes, les hypothèses concernant les causes du malaise, qui est le motif d'hospitalisation de cette patiente âgée. Bon, le type de diabète, il semble que ce soit relativement évident que c'est un diabète de type 2. Pourquoi l'amiodarone? On a supposé qu'elle avait une FA vu le terrain, mais bon, on a supposé. Ensuite, on n'a pas de renseignements. Alors, il nous manquait apparemment, on a peut-être l'habitude en cabinet de la biologie, donc il nous manquait, certains vont nous demander quelle était l'hémoglobine glyquée, le taux d'hémoglobine glyquée. Donc on aurait aimé avoir un ionogramme, une TSH, éventuellement une albumine, une CRP. Bon, voilà. Ensuite, pourquoi le Préviscan? On a supposé aussi qu'elle avait une FA. Voilà. C'est le médecin conseiller de la sécurité sociale qui a demandé qu'on ajoute un médicament à l'ordonnance. C'est-à-dire qu'il manque une statine, puisque c'est une diabétique hypertendue, et dans les médicaments, il n'y a pas de statine. On a fait une analyse critique des prescriptions. Donc, Préviscan, un demi-comprimé par jour, bon, à adapter en fonction de l'INR, qui a été à 3,05. Ensuite, Stagide qui pose des problèmes parce que c'est une patiente qui a une insuffisance rénale importante, que c'est un limonide. Ensuite, Trinipatch qui peut participer à une hypotension. L'Onglyza qui peut participer chez un insuffisant rénal à une hypoglycémie. Le Coaprovel qui est associé avec du Lazilix qui peut participer à une hypotension aussi. Le Lévémir, alors la question posée à l'expert, on se demandait si le Lévémir peut donner des hypoglycémies, s'il peut favoriser des hypoglycémies associées en l'occurrence à l'idouanide et à une glinide, ou s'il ne peut pas donner d'hypoglycémie, bon, enfin, voilà, question. Ensuite, l'Amlor, qui peut participer à une hypotension orthostatique aussi. Le Lazilix 10 mg dont on se demandait, vu le niveau de filtration glomérulaire 10 mg, si c'était bien opportun, c'est un peu faible. L'amiodarone, bon, voilà. Donc on a fait des hypothèses concernant le motif d'hospitalisation qui est le malaise. 3 hypothèses essentiellement sont sorties de notre groupe. L'hypoglycémie, notamment parce qu'elle a une insuffisance rénale et qu'elle prend Onglyza, oui, et qu'elle a aussi les Lévémir, bon, les Stagide. Mais... Deuxièmement, l'hypotension, parce qu'elle a une association avec 2 diurétiques, un dérivé nitré qui est vasodilatateur, entre autres. Donc c'est une deuxième hypothèse de son malaise. Et troisième hypothèse, question, l'observance. Donc, est-ce que cette patiente, bon, elle est diabétique, est-ce qu'elle voit bien, on ne sait pas. Est-ce qu'elle gère elle-même la prise des médicaments ou est-ce qu'elle les prend elle-même? Est-ce que l'infirmière qui vient tous les jours lui donne les médicaments? Comment sont-ils pris? Voilà.
faut être simple. On vous parle d'un malaise. Alors, déjà, là, je voudrais faire une parenthèse sur ce terme de malaise qui est fait pour mettre tout le monde mal à l'aise. Je m'explique. Quand on fait des études, on les a faites antérieurement, on regarde les patients qui sont hospitalisés pour malaise et on regarde finalement le diagnostic final à la sortie de l'hospitalisation. On a tout. Il y a les chutes, il y a les vraies pertes de connaissance, il y a les crises comiciales. Donc il faut, si possible, et ça c'est un effort à faire, éviter d'utiliser ce terme de malaise. On va faire l'hypothèse, parce que je n'ai pas vu cette patiente, qu'elle est venue pour perte de connaissance brève ou prolongée. Alors la différence c'est quoi? Perte de connaissance brève, c'est 3 minutes. Et là, 3 minutes, on parle de perte de connaissance prolongée. Les causes de perte de connaissance prolongée, il y en a beaucoup. Il y a l'hypoglycémie. Il y a crise comiciale, et puis il y a l'intoxication au CO. Alors on va faire ça. Alors, hypoglycémie. Alors, la question de fond est de savoir comment elle est quand on la voit. Est-ce qu'elle est réveillée ou elle est encore... je ne sais pas. Mais, il n'y a pas de dextro. Mais en général, bon, on ne se réveille pas seul d'une hypoglycémie, sans avoir été resucré. Et si on fait un dextro aux urgences, et que la personne a été resucrée, il sera élevé. Donc aucun intérêt de faire des dextros. Et pourtant, il n'y en a pas un qui échappe au dextro. La rentabilité du dextro est très faible. Pour ces raisons-là. Donc, vous voyez, là déjà, on est embêté parce qu'on ne sait pas comment elle est quand elle arrive. Si elle est consciente ou pas. Donc, effectivement, si elle n'est pas consciente, la première hypothèse, c'est hypoglycémie prolongée. En dessous de 3 minutes, c'est les pertes de connaissance brèves, ou les hypothymies, qui sont des équivalents mineurs. Et là, on est dans un autre registre, et je pencherai plutôt pour cette hypothèse, les hypotensions orthostatiques. Première cause de perte de connaissance brève ou d'hypothymie chez le sujet âgé, c'est l'hypotension orthostatique. Or, elle a toutes les raisons d'avoir une hypotension orthostatique. Pourquoi? Parce qu'elle a d'abord, elle a non pas 2, mais 4 médicaments qui agissent sur la pression artérielle. Je les énumère. 5. Et là, alors pour monsieur le pharmacien, on ne va pas faire l'erreur tout à l'heure, confondre les familles et les classes. Elle a du tripatch, elle a du trait, elle a du quaprovel, diurétique, thiazidique, plus un LAR2, plus de l'amlor, un inhibiteur classique, et du furosémide. Je rappelle au passage que le furosémide n'est pas un antihypertenseur. C'est un traitement d'insuffisance cardiaque. C'est un diurétique, et c'est un diurétique d'insuffisance cardiaque, et non pas d'hypertension artérielle. Et puis elle a un diabète. Et on présuppose qu'il est ancien, même si on ne nous dit pas, on ne nous dit pas tout. Pourquoi je présuppose qu'il est ancien? Parce qu'elle a beaucoup de traitements. Elle a du stagide, de l'Onglisa et de l'insuline. Et surtout, elle a 85 ans, et elle a une insuffisance rénale chronique. Donc si c'est un diabète ancien, elle a toutes les chances ou les risques d'avoir une neuropathie végétative. Et donc une dysautonomie qui va la situer dans un risque d'hypotension orthostatique asympathico-tonique, c'est-à-dire avec dysautonomie. C'est ces patients qui, sous l'effet des hypotenseurs, ne sont pas capables d'accélérer leur fréquence cardiaque. Donc, comme ça, si vous voulez, la première hypothèse que j'émettrais pour expliquer son malaise, qui n'en est pas un, puisque c'est peut-être une hypothymie, c'est une hypotension orthostatique chez quelqu'un qui a une dysautonomie. Le problème, c'est qu'on ne nous donne ni la pression artérielle, ni la fréquence cardiaque. Alors, si on prend l'ordonnance, maintenant, on fait la démarche que vous allez faire. Alors, on va prendre le traitement Préviscan, 1 demi-comprimé par jour. Si elle a une FA, est-ce que c'est justifié? Oui. Mais, attention, j'attire votre attention sur un point qu'on n'a pas évoqué dans le premier cas, et qui pourtant aurait pu être évoqué, c'est l'hypoalbuminémie. Si vous voulez, en matière de pharmacocinétique, des médicaments chez le sujet âgé, il n'y a pas grand-chose à retenir. Il y a trois éléments importants. C'est la fonction rénale, on l'a dit déjà tout à l'heure. C'est cette modification des compartiments lipidiques et la masse mère. Et c'est le transport des médicaments. Transport. Or, les médicaments sont essentiellement des acides faibles, et donc transportés par des protéines qui sont de l'albumine.
Donc on vous présente souvent cela, normalement, les médicaments à forte fixation protéique, c'est ceux qui sont fixés à la protéine. Et au-delà de 90% de taux de fixation, on parle de médicaments à forte fixation protéique. Le problème de ces médicaments, c'est que certains d'entre eux peuvent être en situation d'être libérés de leur support albuminique dans le cas où d'autres médicaments leur sont associés. C'est un type d'interaction médicamenteuse qui est fréquent. Tout à l'heure, on a parlé des INS. Quand vous associez un INS à un autre médicament à forte fixation protéique, vous risquez de délocaliser l'un par l'autre. Et la forme libre augmente. C'est-à-dire que ce médicament va prendre la place de l'autre sur les sites de fixation, et le premier va être libéré, et vous allez voir sa forme libre augmenter, et l'INR augmenter. Et ça, c'est une des principales interactions médicamenteuses. Ici, ce n'est pas le cas, puisque cette personne est sous anticoagulant, mais ne reçoit pas d'autres médicaments concernés par la fixation protéique que j'évoquais. Mais si vous associez, par exemple, si on introduisait un fibrate, le fibrate viendrait prendre la place du préviscan, et l'INR passerait de 3 à 5 ou 6. Tout simplement parce que le fibrate va prendre la place de l'AVK en compétition sur l'albumine. Alors ça, ce que je viens de vous dire, c'est valable à tous les âges. Sauf que chez le sujet âgé, qui est plus souvent dénutri et qui est plus souvent hypoalbuminémique, s'il y a moins d'albumine, ce risque augmente. Est-ce que je suis clair? S'il y a moins de protéines albuminiques, s'il y a moins de récepteurs, le phénomène de compétition est accru. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner 5 classes à retenir, qui sont des classes à avoir un collimateur, AINS, sulfamidicoglycémiant, on reçoit, fibrate, phénitoïne et anti-inflammatoire, et anticoagulant, coumarinique. Donc, 5 classes, je répète, anti-inflammatoire, coumarinique, fibrate, phénitoïne et sulfamide. Dès lors que vous avez 2 de ces classes, ou 3, vous risquez l'interaction sur l'albumine. Majorée dès lors qu'il y a une hypoalbuminémie, plus fréquente chez le sujet âgé, parce qu'ils sont plus souvent dénutris. Alors, j'en profite pour répondre à une question. Faut-il traiter par anticoagulant l'AFA du sujet de 85 ans? C'est la question qu'on peut se poser. Y a-t-il une pertinence à le faire, à votre avis? Je veux dire, aujourd'hui, la règle d'or, c'est de traiter FA par anticoagulation efficace, INR entre 2 et 3, vérifier l'INR, parce que souvent, on n'est pas dans la fourchette, et c'est pas parce qu'on est en dessous de 2 qu'on n'est pas hémorragique. On n'est pas efficace, mais on est quand même à risque hémorragique. Donc, bien vérifier qu'on est dans la fourchette, et ensuite, s'interroger sur est-ce qu'il y a un risque majeur de syndrome hémorragique, intracrânien, notamment. On n'a pas la réponse, si vous voulez, c'est un peu au cas par cas. Évidemment, chez quelqu'un qui a des antécédents d'accident hémorragique, là, évidemment, ça sera beaucoup plus prudent. Mais autrement, il n'y a pas de raison d'exclure ces patients de la protection que leur procurent les AVK. Oui, certaines études montrent que les contrôles sont beaucoup trop espacés. Donc, le contrôle optimal, je ne parle pas de l'initiation du traitement. Une fois que le malade est dans la fourchette, c'est un contrôle mensuel. C'est bien la metformine? C'est un bon traitement? Très bien. Trinipatch. Est-ce que ça a une indication de Trinipatch? Surtout à 10, là. Ouais. Pour les hypotensions. Si elle a du Trinipatch, c'est qu'elle a une insuffisance coronarienne, dont on ne parle pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais quand bien même aurait-elle une insuffisance coronarienne, on peut s'étonner qu'elle ne soit pas sous bêta-bloquant, qu'elle ne soit pas sous CEC, enfin la Prevel, qu'elle ne soit pas sous antiagrégant. Donc elle n'a pas le basique. Onglisa. Alors les gliptines,
les nouveaux antidiabétiques, vous posez la question, je vous réponds. Et quelqu'un me dira, M. Béral, faites attention à toutes les nouvelles molécules. Expérimenter les nouvelles molécules chez les sujets de 85 ans, on prend un risque. Pourquoi? Parce que dans les études, les essais thérapeutiques qui ont présidé à l'obtention de l'AMM de ces nouveaux produits, vous n'avez jamais dans les études ces malades-là. Et on s'étonne après qu'il y ait plus d'effets indésirables. Non, tout simplement parce qu'on n'a pas dans l'étude des patients concernés. On n'est pas dans la vraie vie. Ça ne veut pas dire que le traitement n'est pas efficace. On peut supposer qu'il est tout autant efficace à 85 qu'à 80 qu'à 75. Mais par contre, on ne peut pas garantir qu'il est toléré de la même façon. Alors le laboratoire vous dira que c'est quand même mieux, parce que ça donne moins d'hypoglycémie. Comment on peut l'affirmer, ça? On n'a pas fait d'études après 85 ans. Comment on peut l'affirmer? Je voulais faire deux remarques. La première, sur les preuves en termes de mortalité qu'on a sur les antidiabétiques oraux, je parle sous votre contrôle, est très faible. C'est UKPDS et c'est tout. Donc on traite les chiffres de biologie avec les antidiabétiques oraux sans avoir vraiment des preuves formelles sur des bénéfices en bimortalité. Absolument. Et tout à fait. Et bon, là, on n'a pas l'hémoglobine glyquée. Enfin, on ne sait pas trop quel est le statut de cette patiente quant à son diabète, puisqu'on n'a pas l'hémoglobine glyquée. Et je vous rappelle quand même que, puisqu'on parlait de l'INR tout à l'heure, l'hémoglobine glyquée est un bon paramètre de suivi. On a la chance de pouvoir en disposer. Malheureusement, dans les études réalisées déjà il y a quelques temps par les caisses d'assurance maladie, quand on regarde les patients diabétiques qui ont fait l'objet d'un dosage, d'abord, il n'est pas toujours respecté en termes d'espacement, mieux que le fond d'œil annuel, mais surtout que quand on le pratique, quand on regarde le dosage qu'il a été effectué, oui. Est-ce que, en fonction du résultat, ça a modifié le traitement? Non. C'est-à-dire qu'on en vient, comme dans le cholestérol, à traiter non plus un patient avec des chiffres de biologie. Mais sur une personne âgée, s'acharner à vouloir amener une hémoglobine glyquée, je ne sais pas, inférieure à 7 ou inférieure à 8, on voit une escalade thérapeutique qui est potentiellement iatrogène sans avoir des bénéfices formels pour éviter des AVC, des infarctus ou autres. Il faut rappeler ce que vous aviez dit, Mme Matamoni, que les objectifs ne sont pas les mêmes chez la personne âgée, chez le sujet en dessous de 60 ans. Ce ne sont pas du tout les mêmes. L'objectif, c'est quoi? Par exemple, quand ils sont pathologiques, 8,5. 8,5. Oui. Chez le patient âgé fragile, on peut dire peut-être cette dame, 8,5. En fait, si vous voulez, ça s'explique tout simplement par le fait qu'on considère qu'à 85 ans, il y a plus de risques d'hypoglycémie que de complications dégénératives qui nécessitent beaucoup plus de temps. Et là, je ferai quand même, je pondérerai ça. Oui, je vais pondérer, parce que on voit quand même beaucoup de patients à l'hôpital, diabétiques, qui sont hospitalisés pour coma hyperosmolaire. Donc c'est un autre type de coma que celui induit par l'hypoglycémie. Et ces comas hyperosmolaires surviennent la plupart du temps chez les patients en déséquilibre, à l'occasion d'un état infectieux intercurrent, un état grippal. Ils passent en coma hyperosmolaire avec une natrémie, comme tout à l'heure. Et donc ça, c'est également à prendre en considération, parce que le coma hyperosmolaire, quand même, le pronostic est loin d'être satisfaisant. Donc,